Bonjour et bienvenue dans la deuxième vidéo du 14e chapitre du programme Crystal Clear Electronics 2. Dans cette vidéo, nous commençons par mettre en place le circuit. Les thermistances sont connectés en série avec une résistance de référence et la tension d'alimentation leur est appliquée. Le point entre la thermistance et la résistance est relié à l'entrée du convertisseur analogique numérique du microcontrôleur. Ensuite, la conversion est effectuée et la résistance actuelle de la thermistance est calculée à partir de la valeur de tension obtenue. La température est calculée à partir de la valeur de la résistance en utilisant l'équation de Steinhart-Hart. Enfin, nous affichons le résultat à l'aide de l'écran OLED que nous avons découvert au chapitre 9. Ce que Merci vient d'expliquer décrit le processus de mesure de la température et les étapes qui le précèdent, lesquelles doivent bien sûr être complétées par une phase d'étalonnage. Commençons. Un circuit diviseur de tension est typiquement composé de deux résistances électriques distinctes, connectées en série l'une à l'autre, où la tension d'entrée totale est précisément répartie entre ces deux résistances individuelles, créant ainsi une tension de sortie proportionnelle. Ainsi, la somme des tensions aux bornes des résistances est égale à la tension d'entrée. Vt est la tension d'alimentation, qui est de 3,3 volts. R2 est une résistance de 10 kΩ et Run est la thermistance elle-même. Vin est la tension qui sera connectée à l'entrée du convertisseur analogique numérique du microcontrôleur. C'est cette valeur qui sera mesurée. Le courant traversant les résistances connectées en série a la même valeur, donc nous pouvons utiliser cela pour calculer la résistance de la thermistance. Puisque les résistances sont traversées par le même courant, en écrivant la relation entre les tensions et les résistances puis en la réarrangeant, on obtient que Run est égal à Von divisé par Vin, le tout multiplié par R2. En remplaçant Von dans cette équation, on obtient que Run est égal à 3 divisé par Vin moins 1, puis ce résultat multiplié par 10 zéros. En utilisant cette valeur de résistance, il ne reste plus qu'à résoudre l'équation de Steinhart-Hart mentionnée précédemment. Le convertisseur analogique numérique que nous avons étudié au chapitre 11 sera configuré pour une résolution de 12 bits et une plage de tension mesurée entre 0 et 3,3 volts. Cette plage est bien sûr une plage théorique dans notre cas, puisque 3,3 volts ne serait obtenu que si la résistance de la thermistance était exactement de 0 ohm et 0 volts uniquement si la résistance était infiniment grande. La thermistance peut être utilisée dans une plage de température comprise entre moins 40 degrés Celsius et plus 85 degrés, selon la recommandation de la fiche technique, avec une résistance NTC aux extrêmes d'environ 332 kΩ et 1 kΩ. En réarrangeant la formule précédente et en substituant ces valeurs, on peut calculer que nous allons en réalité mesurer des valeurs d'entrée dans une plage de tension comprise entre 0, 1 et 3 volts. En se basant sur la résolution de 12 bits, nous pouvons calculer le LSB. Vous vous souviendrez des sections précédentes que c'est le bit de poids le plus faible qui indique la plus petite variation moyenne de l'entrée nécessaire pour modifier le bit de poids le plus faible de la sortie. Ainsi, la valeur du LSB qui détermine la précision de la mesure de tension est de 3,3 volts divisé par 2 à la puissance 12 moins 1, ce qui donne 0,81 mV. La précision de la mesure de température dépend de la précision de la mesure de tension, mais elle dépend également de la plage de température. Plus la pente de la caractéristique est faible, en d'autres termes, plus la variation de la résistance due au changement de température est faible, plus l'erreur sera grande. En regardant la caractéristique, cela signifie que plus la plage de température mesurée est élevée, plus la précision de la mesure diminue. Dans notre cas, nous allons mesurer à proximité de la température ambiante. Alors voyons quelle erreur la conversion analogique numérique va provoquer dans ce cas. Cela peut se faire en augmentant la valeur de la tension d'entrée mesurée à 25 degrés Celsius d'un LSB et en calculant la température correspondant à cette valeur. Comme nous l'avons calculé précédemment, à cette température, la résistance de la thermistance est de 10 kΩ, soit la même que l'autre résistance, donc elles se répartissent également. Ainsi, la tension à l'entrée du convertisseur sera de 1,65 volts. En résolvant l'équation de Steinhart-Hart, on obtient 298, 172 Kelvin ou 25-22 degrés Celsius. L'erreur qui est due à la conversion est donc d'environ 0,22 degrés Celsius, mais à 4,20 degrés Celsius, cette imprécision serait de 0,62 degrés Celsius. En conclusion, peut-on dire que la mesure de température sera effectuée avec une précision au dixième de degré
et que les erreurs mentionnées peuvent alors être considérées comme négligeables. Oui, nous pouvons tout à fait atteindre une précision très exacte, au dixième de degré, avec cet outil précis et cette méthode éprouvée. Voyons maintenant comment l'étalonnage sera effectué. Cela peut facilement être fait à la maison en congelant de l'eau et en attendant qu'elle commence à fondre. Lorsqu'il y a de l'eau à côté de la glace, le mélange glaçeau est à 0 degré Celsius, puisque le changement d'état de la matière se produit à cette température. Grâce à la conception du thermistor que nous avons choisi, nous pouvons facilement l'immerger dans de l'eau à 0 degré Celsius. Selon la fiche technique, le temps de réponse de notre thermistance est d'environ 7 secondes, mais il s'agit du temps de réponse dans un cas particulier. Dans notre cas, il faudra un peu plus de temps pour obtenir une valeur fiable, ce que nous verrons sur l'affichage lorsque nous atteindrons une température proche de 0 degré Celsius, et une fois que la valeur sera stable, nous pourrons commencer l'étalonnage. Nous établissons ensuite la corrélation précise entre la valeur mesurée et la valeur correcte et véritable de la grandeur à mesurer, qui, dans ce cas spécifique, est la différence exacte entre la température que nous avons calculée et la valeur correcte qui est de 0 degré Celsius, précisément. Cette différence est enregistrée et soustraite du résultat de la mesure après la fin de l'étalonnage, jusqu'à ce qu'un nouvel étalonnage soit effectué. Il est maintenant temps de construire le circuit électronique complet. Connectez la NTC et l'écran OLED aux broches correspondantes de votre microcontrôleur, comme indiqué sur la figure. Ici, vous pouvez voir la résistance de 10 kOhms et la NTC est connectée via ce bornier pour plus de simplicité. Le point commun de la résistance et de la NTC doit être connecté à PAD 3 qui est relié à la première broche du connecteur C9. Les lignes I, C, SCL et SDA sont reliées au connecteur C9 sur les broches 19 et 20 et 1. Et ici, vous pouvez voir les résistances de tirage pour les lignes. L'attribution des broches peut être consultée à la figure 14 du manuel de la carte de développement ou dans le tableau 18. Une fois le circuit monté, préparons le programme. En nous basant sur les chapitres précédents et sur ce que nous avons vu jusqu'à présent, nous avons en fait appris tout ce qu'il faut savoir pour réaliser le programme. Nous allons maintenant vous présenter les principales parties du programme en utilisant le code d'exemple que vous pouvez télécharger gratuitement sur le site de Crystal Clear Electronics, mais n'hésitez pas à essayer de créer vous-même certaines parties du code, voire l'ensemble du programme. Le code d'exemple utilise les boutons poussoirs pour lancer la calibration et contrôler l'affichage OLED. Deux écrans sont définis dans le programme, l'écran de démarrage, appelé SCRN Start, et l'écran affichant les informations liées à la conversion analogique numérique, appelé SCRN ADC. Ce dernier possède trois modes d'affichage différents. Le premier affiche la température actuelle, dmTemp. Le second, la valeur de corrélation enregistrée lors de l'étalonnage, dmDiff. Et le troisième, le résultat de la conversion, dmConvRS. Sur la capture d'écran de Marzi, vous pouvez voir comment initialiser les broches des boutons poussoirs. BTN, qui est le premier bouton poussoir, est connecté à P5, BTN2 à PE2, BTN3 à PE3, BTN4 à PE6 et BTN5 à PE4. Le rebond des boutons poussoirs est géré à l'aide d'une interruption et d'un minuteur. Donc les ports ne sont pas configurés en simple entrée, mais en mode interruption externe dans Cube MX. Et comme précédemment, les résistances de tirage vers le bas interne sont activées sur les broches des boutons poussoirs. La manière rapide d'utiliser l'anti-rebond est que lorsqu'on appuie sur le bouton, une interruption se produit. Dans la fonction de gestionnaire d'interruption, un minuteur est lancé, et dans la fonction de gestionnaire d'expiration, on vérifie si le bouton est toujours enfoncé. Si c'est le cas, alors un véritable appui sur le bouton a eu lieu et le défilement est terminé. Pour pouvoir utiliser les interruptions, elles doivent être activées. Lors de l'initialisation du minuteur, il est important de choisir correctement la période du minuteur, car seuls les appuis sur le bouton qui sont toujours maintenus lorsque le minuteur expire sont considérés comme valides. Un appui normal sur un bouton correspond à environ 50 millisecondes.
Vous pouvez facilement connaître le signal d'horloge de votre Minuteur. À la page 19 de la fiche technique du microcontrôleur, on voit que le Minuteur que nous utilisons Timon se trouve sur le bus ABP2 du microcontrôleur. Et dans l'onglet de configuration de l'horloge de CubeMX, on voit que l'horloge sur ce bus est de 168 MHz. La valeur du prescalé est de 16800, donc à une fréquence de 10 kHz, il atteint la valeur de 500 en 50 millisecondes. Maintenant, je vois que les champs du prescalé et du compteur ont des valeurs inférieures d'une unité. Monsieur Payet, pourquoi avons-nous choisi ces valeurs? J'aimerais bien pouvoir l'expliquer en détail, mais le temps nous manque malheureusement, et nous aborderons les minuteries de manière plus approfondie dans le prochain chapitre. Les boutons poussoirs sont définis dans une fonction qui gère l'expiration du minuteur. Par exemple, le bouton OK droit, BTN3, sera utilisé pour effectuer l'étalonnage en mode DM-Temp sur l'écran SCRN ADC ou pour effacer la valeur d'étalonnage enregistrée en mode DM-Diff. Après cela, il faut configurer l'écran OLED. Marzi, peux-tu nous montrer comment configurer l'affichage? Nous initialisons l'écran OLED en utilisant ce que nous avons appris au chapitre 9. Le schéma montre que nous utiliserons l'interface de communication eAUK.C sur les broches eAUK.C2 SCL BFUN et eAUK.C2 SDA BIF0 pour l'affichage. Les fonctions utilisées pour afficher différentes informations nous permettront d'imprimer le texte sur la première ligne et le texte ou la valeur numérique sur la seconde ligne. Dans la boucle une du programme, selon l'écran sélectionné, les opérations correspondantes sont effectuées et l'écran correspondant est affiché. C'est utile car si vous souhaitez ajouter une nouvelle fonctionnalité à notre programme, nous pouvons créer un nouvel écran, ce qui facilite l'extension de notre programme. Vous pouvez passer d'un écran à l'autre à l'aide des boutons haut et bas. Pour l'écran ADC, nous effectuons une conversion AD toutes les demi-secondes. Si nos résultats fluctuent, il est possible d'effectuer plusieurs conversions par cycle de mesure et de faire la moyenne des résultats en calculant une simple moyenne arithmétique. Par exemple, dans l'extrait de code suivant tiré du code d'exemple, nous utilisons une moyenne sur 16 mesures. Pour désactiver cette fonction, réglez Sample Number sur N. En pratique, la moyenne fonctionnera toujours, mais seule la moyenne d'une valeur unique sera prise. À partir du résultat de la conversion AD, la température est calculée. Selon le mode d'affichage de l'ADC, vous pouvez également afficher la température, la valeur d'étalonnage ou le résultat de la conversion lui-même. Vous pouvez passer d'un mode d'affichage à l'autre à l'aide des boutons poussoirs gauche BTN2 et droit BTN4. Il reste un tout dernier paramètre essentiel à vérifier attentivement avant de pouvoir tester le programme de manière complète et approfondie. Pour cela, ouvrez la fenêtre des propriétés du projet, puis dans les paramètres MCU, dans l'onglet paramètres de l'outil des paramètres de construction CC++, vérifiez que l'option « Utiliser les nombres à virgule flottantes avec la fonction printf » est activée. Ceci est nécessaire pour pouvoir afficher des nombres à virgule flottantes avec printf, car cette fonction n'est pas activée par défaut. Maintenant que nous avons terminé notre programme, nous pouvons enfin essayer ce pourquoi nous avons travaillé. L'étalonnage. Puisque nous avons préchargé le programme, nous voyons maintenant l'écran de démarrage. Si nous avons suivi le code d'exemple, nous devrions voir l'écran d'accueil, à partir duquel nous pouvons naviguer vers l'écran ADC en appuyant sur les boutons haut ou bas. Vous verrez alors une étiquette Temp et la température actuelle. Si nous passons maintenant en mode diff avec le bouton droit, nous pouvons voir que la valeur de calibration est à 0 puisque nous n'avons pas encore calibré. Revenons en mode température pour voir la température actuelle et commencer l'étalonnage en utilisant l'eau à 0 degrés Celsius préparée précédemment. Plongez la thermistance dans le mélange d'eau et de glace. Placez-la au centre du mélange eau glace pour la refroidir le plus rapidement possible. L'affichage montrera que la thermistance réagit très rapidement. Nous sommes maintenant à 2 degrés. La température va descendre en dessous de 2 degrés, mais il se peut que nous n'obtenions pas une baisse plus importante que cela, car la température du mélange eau glace est de 0 degré,
Mais nous n'avons pas encore calibré votre appareil. Mardi, la température actuelle est de 1,413 degrés Celsius. Elle ne va pas beaucoup baisser davantage. Je pense que nous devrions procéder à l'étalonnage. Nous utilisons le bouton OK pour cela. C'est à dire que nous enregistrons la valeur que le programme utilisera pour corriger les résultats des prochaines mesures. En mode diff, vous pouvez voir quelle est cette valeur. L'affichage indique que notre valeur est de B1 2 degrés Celsius. Lorsque l'étalonnage est terminé, le programme soustraira 1 2 degrés Celsius du résultat des mesures ultérieures. Maintenant, si nous retirons la thermistance du mélange aux glaces, nous pouvons lire la température du studio. Une thermistance sortie du mélange aux glaces se réchauffe beaucoup plus lentement à partir de l'air du studio que lorsqu'elle était immergée dans le mélange aux glaces pendant le refroidissement, car l'air a une conductivité thermique bien plus faible. Dans ce chapitre, nous avons découvert le concept d'étalonnage et examiné le processus lui-même à travers un exemple pratique. Il convient de noter qu'à proprement parler, l'étalonnage ne signifie pas l'élimination des erreurs de mesure. Il s'agit uniquement d'établir une relation entre les valeurs actuellement mesurées dans des conditions données et les valeurs qui devraient être mesurées. La manière dont les mesures ultérieures sont corrigées sur la base de cette relation n'est pas incluse. Bien sûr, en pratique, ces deux aspects importants sont souvent étroitement liés. L'étalonnage peut être utilisé pour éliminer des erreurs de mesure dont la cause pourrait autrement être éliminée relativement facilement. Par exemple, dans notre dispositif de mesure, nous avons utilisé une résistance de référence de 10 kΩ, mais nous savons que les résistances peuvent varier en valeur selon une tolérance donnée. La tolérance de la résistance que nous avons utilisée est de 1% et je l'ai mesurée et obtenu une valeur de 9,950 ohms. À 0 degrés Celsius, cette différence entraîne une variation d'environ 0,8 degrés Celsius. Bien sûr, il serait facile de réécrire la valeur de la résistance de référence dans le programme, mais imaginez que nous devions fabriquer des centaines de milliers de ces appareils et y charger le même programme. Nous ne pourrions alors plus utiliser la valeur exacte de la résistance pour chaque appareil. Nous avons donc besoin de l'étalonnage pour garantir la qualité de la mesure et nous assurer que l'appareil fonctionne correctement. Merci beaucoup pour votre attention et nous espérons que vous avez acquis de nombreuses informations utiles. Le support écrit et les exemples de code pour ce chapitre sont disponibles sur le site Crystal Clear Electronics. Les nouvelles vidéos seront annoncées sur Facebook, alors n'hésitez pas à nous y suivre. Je tiens également à vous remercier pour votre attention. Dans le prochain chapitre, nous aborderons les unités de comptage déjà mentionnées. Nous espérons vous y retrouver aussi. Au revoir. Au revoir!